Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast des familles, un podcast pour valoriser, inspirer les familles. C'est une émission qui vous est proposée par les associations familiales catholiques. Et aujourd'hui, nous recevons David Bonhomme. Bonjour David. Bonjour Benoît. Voilà, alors David, tu es entrepreneur, Mm. tu es papa, mari, tu as 4 enfants. Exact. Euh, j'ai regardé un peu ton profil LinkedIn tout à l'heure, avant de commencer. Et je vois que tu écris donc, tu as 2 boîtes, 60 salariés, 600 leaders accompagnés, et aujourd'hui, c'est marqué, aujourd'hui je cherche à rassembler une tribu d'entrepreneurs guidés par le Saint-Esprit. Exact. Donc là, on se dit qu'on n'est pas sur un profil, on est sur un profil atypique. Peut-être déjà commencer par une question, toute simple. Aujourd'hui, si on te pose la question: «Qui es-tu?», qu'est-ce que Ouais. tu réponds? Voilà, tu as déjà dit beaucoup de choses. Bon, après, la bio LinkedIn, c'est toujours, on met le meilleur, hein, on essaie de faire des punchlines. Qui je suis, il y a plein d'angles. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fonction de par quoi je vais commencer, en fait, on va comment dire, en savoir plus sur ma personnalité. Je me souviens une fois, j'avais fait toute une présentation, puis à la fin, la personne elle dit, «Et ta femme, t'en as pas parlé?» Déjà, c'est la honte, c'est donc je suis, un bordelais depuis 10 ans, marié à Hélène depuis 15 ans. On a 4 enfants, des jumeaux, qui ont eu 13 ans, Adin et Roman, une petite, Cassandre qui a 6 ans et une petite Victoire qui va avoir, 5 ans et qui a, un handicap, une hémiparésie. Donc là, elle a une partie de son corps qui, suite à un AVC, a un déficit moteur. Je suis entrepreneur. C'est vrai que ça, dans mon identité, c'est très fort puisque, j'ai connu que ça. J'ai jamais eu de fiche de paye de ma vie, donc je ne connais que, la galère de devoir me débrouiller pour, payer, mes salaires, et les projets que j'ai. Heu, Profondément chrétien. J'ai grandi avec un père pasteur protestant évangélique. J'avais vraiment à cœur de faire connaître ce message qui, moi, me bouleversait, de le communiquer d'une bonne manière. Ça m'a beaucoup, habité, et ça a été à l'origine de ce projet d'agence que j'ai lancé, avec Thomas Guis, autour de nos 20 ans. Donc tout 1er projet entrepreneurial. Puis j'ai fait un long chemin dans le monde du développement personnel, dans différentes sensibilités aussi spirituelles, protestantes évangéliques, catholiques on dit souvent traditionnel, charismatique, enfin voilà, j'ai un peu navigué partout. J'ai été très curieux, ça. J'avais vraiment, je pense, besoin aussi de faire mon propre chemin, et j'ai beaucoup apprécié différentes sensibilités. Pourquoi alors? Pourquoi l'entrepreneuriat? Alors au début, c'était plus une nécessité. Je finis un DUT, donc 2 ans d'études, de communication. Je sors de là, je pose la question à mes profs en disant: «Bah, voilà, si je continue, ma formation sur une licence ou plus, mon salaire, il sera de combien, plus haut?» Tu sais, c'est vraiment question de l'étudiant qui connaît rien au monde. On leur dit: «Bon, bah, là, avec ton DUT, tu pourras être payé à peu près 1 300 € net. Mais bon, si tu fais encore, 1 an, peut-être 1 400, peut-être, hein. Et puis, par contre, tu peux éventuellement faire une école de graphiste, une école d'art. Par contre, là, il faut faire un crédit, et tu es encore parti pour 3 ans». Moi, mes parents, ils avaient pas un rond. Donc là, je fais le calcul dans ma tête. OK, si je dois m'endetter, je suis encore parti pour 3 ans et je me dis: «Bah, en fait, s 3 ans, je galère, mais au moins je suis pas endetté». Peut-être qu'en fait, en termes d'expérience, ça vaut la même chose. Donc j'essaie de trouver du taf. Je trouve pas de travail, pendant l'été. J'appelle et j'ai une hantise, je ne veux pas retourner chez mes parents. Pour moi, c'est clair et net, je quitte la maison, même si j'aime tout plein mes parents, je suis pas du tout en conflit à cette période-là. Mais, juste, je veux ma liberté, en fait, c'est un non négociable. Et donc j'appelle, je j'ai que des refus et le dernier que j'ai appelé, je pense que c'était l'électrochoc dont j'avais besoin. Il vraiment, littéralement, il se moque de moi. C'est-à-dire, en gros, il me dit: «Mais» il me dit pas: «Monsieur Bonhomme», il me dit: «Mais écoutez,
Là, vous avez 0 expérience, mais n'imaginez même pas que je vais vous recruter, vous trouverez pas de travail de toute façon. Et je me souviens cette phrase, le gars, il devait être saoulé ou je sais pas, c'était ça, une mauvaise journée. Il avait juste envie de m'envoyer bouler, de se décharger un peu et je me souviens d'avoir raccroché et de m'être dit: «Bon, allez, de toute façon, j'aime pas faire ce que je fais d'essayer de supplier pour un travail. Je j'attaque» et donc j'ai commencé à appeler, des clients et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes études, j'étais très investi dans l'église où j'étais. Il y avait une belle dynamique de jeunesse. On faisait plein de choses et tout ce que j'apprenais, dans l'école, je le mettais en pratique. Donc je faisais des flyers pour inviter à des soirées, on faisait des soirées, chrétiennes, mais on faisait des trucs assez original. On louait des boîtes de nuit et on invitait tous nos amis et on parlait de Dieu, dans des boîtes de nuit. On faisait plein de trucs un peu dingues et donc du coup, pendant 2 ans, j'avais fait beaucoup de choses et aussi on avait fait un site à l'époque, donc on a l'impression que c'était une éternité, hein, mais un site pour les chrétiens, les jeunes chrétiens, donc il y avait des fonds d'écran, il y avait des musiques et en fait, je faisais des interviews, donc c'était assez précurseur à l'époque, ça n'existait pas et du coup, grâce à ça, j'avais rencontré pas mal de gens. Donc au moment où je me dis: «Bon, bah, maintenant il faut que je mange», je les recontacte tous et je dis: «Bon, bah, si vous avez bien aimé ce que j'ai fait, Mmh. cet article, ce design, bah, n'hésitez pas» et c'est là où, les premiers ont commencé à me demander de faire des designs de vignettes, d'albums, des petits sites web. Donc au début, c'était, tu vois, du 40 €, 50 €, 60 €, des petites factures, tu vois? Mmh. Et puis, ça m'a donné la force de me lancer et puis après tout de suite, on s'est mis en coloc avec Thomas, hein, avec qui on s'est associés. Donc en fait, ouais, c'était une nécessité, il fallait manger, je voulais pas rester à la maison. Et donc, après une fois, 1 mois après, j'avais un appart avec lui et donc là, il y a pas le choix. Je peux plus reculer. Là, il faut que je paye le loyer et puis après quand on commence, on n'a pas de, comment dire? On n'a pas de frais. En fait, quasiment pas. On mangeait des pâtes, on s'en foutait, quoi. Donc ça, c'était bien. Puis mes parents, ils ont été un peu, je sais pas ce qu'ils j'ai jamais osé leur demander ce qui se passait dans leur tête, de me laisser partir comme ça. En tout cas, voilà, ils m'ont laissé faire mes folies Ouais. et c'était ni une approbation ni rien, c'était juste, on dit rien et du coup, ils m'ont pas mis des bâtons dans les roues. Ils ont pas peut-être qu'ils avaient peur, mais ils l'ont pas dit et après je me suis éclaté dans ce monde-là, quoi. Tu as découvert l'entrepreneuriat, en fait, Ouais. quelque part, par défaut un peu Mais c'était une époque où moi, j'avais pas fait d'école de commerce, j'ai aucun entrepreneur dans mon réseau, mmh. donc je sais pas ce que c'est. En fait, je sais même pas que je suis un entrepreneur à ce moment-là. Je suis juste quelqu'un qui veut manger et j'ai pas d'école de commerce, rien, hein. Ouais, ouais. Donc en fait, c'était juste une nécessité, il fallait manger donc on y va, quoi. Et comment on fonde une famille quand on est entrepreneur, quand on a d'avoir un salaire, où on n'est jamais sûr, au final, chaque mois? Ouais. Comment on fonde une famille dans ce cas-là? Hem, alors Hélène, on se connaît depuis des années, on se marie, on a 23 ans. Donc moi, on s'est rencontrés, je pense 19 ans. Au moment où on décide de se marier, on commence à dater, on se dit: «Bon, bah, là, c'est du sérieux», donc 6 mois après, on est mariés. Parce qu'on voulait faire les choses bien, un peu à l'ancienne, tu vois? Rester pur et tout, donc du Ouais. coup, moi, je me dis: «On va pas attendre une éternité». En plus, on se connaît depuis des années. Heu, En fait, on est tous les 2 installés. Moi, ça fait déjà 23 ans, ça fait déjà 3 ans que je suis à mon compte, donc là, j'ai déjà commencé à avoir un rythme, Mmh. tu vois? Elle, à ce moment-là, elle est prof, donc elle a une petite stabilité. Hem, En fait, on se dit, «C'est quoi, enfin, tu vois, on y va, quoi». Donc on se marie, hem et ensuite là, on a la pensée, c'est il faut, structurer l'entreprise pour que, quand on aura les enfants, Hélène puisse faire un break et que moi, financièrement, je puisse m'en sortir. Sachant qu'Hélène, elle se voyait pas prof, très longtemps après. Donc en gros, là, on mise tout sur l'entreprise. Donc Hélène, elle va se mettre en disponibilité. Elle va bosser 1 an avec moi pour voir, on essaie de charbonner, dans la boîte. Écoute, en fait, avec du recul, je trouve ça, c'est vrai que c'est un peu fou, mais en fait, comme on vient de familles modestes, en fait, on n'a pas des grandes attentes, Ouais. financières, tu vois? On habite Strasbourg, on a
arrivent à vivre, assez, modestement, mais nous, on n'a même pas l'impression de vivre de manière modeste, tu vois? Avec du recul, hem, tu vois, dernièrement, j'ai un ami, on se connaît depuis cette époque-là et on les avait invités à venir à la maison et là, il me raconte 10 ans après, non, un peu plus, non, c'était il y a peut-être, ouais, bon, peu importe, longtemps après, il me disait: «Mais en fait, dans votre baraque, il y avait rien». C'était vraiment il y avait un canapé, il y avait une table et pas de déco, c'était simple, quoi. Ouais. Nous mais moi, je m'en étais jamais rendu compte, tu vois? Donc c'est très simple, hem et donc pendant 1 an, elle m'aide, ensuite, elle a les jumeaux et là, pendant, quasiment 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, elle va s'occuper des enfants et là, c'est à moi de charbonner. Donc comment on fait? Bah, en fait, on se débrouille, quoi. En plus avec des jumeaux? Ouais, là, c'était alors j'étais très content parce que moi, je voulais des jumeaux. Donc c'était très cool, mais ça nous a obligés tout de suite à mettre beaucoup de place pour la famille, parce que les jumeaux, en fait, c'est tout de suite, gros, quoi, en termes de Logique. logistique. Exact. Hem, Après les galères financières, il y en a eu, ça a été compliqué, mais alors la chance que j'ai, c'est que ma femme, son père était un artisan menuisier, où lui, il a eu plein de galères aussi financières. Moi, mon père pasteur, pareil, des grosses galères financières. Donc en fait, c'est des, familles modestes qui s'est débrouillées. Donc Mmh. en fait et on n'avait pas vraiment souffert de ça, l'un et l'autre. Autant il y a des gens, ils ont vraiment souffert, tu vois? En disant: «Ouais, mon père, il pouvait pas m'acheter ça, c'était dur et tout». Autant nous, en fait, on a pris le bon côté, tu vois? En fait, ça se fait, on se débrouille. OK, il y a des moments, on stresse un peu, mais trouvera une solution. Après, on avait un mindset aussi, enfin, ça venait de mon père, c'est pas de crédit. Mmh. De sorte à ce que, en fait, si tu as un moment de galère, bah, tu manges moins, mais tu pas la banque qui vient te tu vois? Donc en fait, on a été très modeste en se disant, on essaye de devoir le moins d'argent au moins de personnes possible, de sorte à ce que si un moment c'est compliqué, bah, en fait, on se retrouve seul avec nous-mêmes, et voilà, on en attend un jour ou 2, on n'achète pas les choses, enfin, tu vois, on se débrouille. Donc ça, je pense que ça aide. C'est beaucoup plus dur de se lancer plus tard. Une fois que tu as déjà des enfants, tu as déjà, des crédits sur la tête, heu, beaucoup plus compliqué. D'accord, donc le conseil pour ceux qui voudraient se lancer, c'est de se lancer le plus tôt possible. Ouais, enfin, oui, en même temps, c'est une invitation aux jeunes à pas attendre une éternité, et d'y aller et puis après ceux qui veulent se lancer, la plus grande question à se poser, c'est, suis-je prêt à réduire drastiquement, mes comment dire? Mes Niveau de vie. mes revenus, ouais, mon niveau de vie. Mmh. Tu vois, moi, j'aime bien ce passage biblique. Alors je connais bien ma Bible, mais je paraphrase tout, donc je m'excuse d'avance. Mais je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit, «J'ai appris à me contenter dans, l'abondance et la disette». Et moi, j'aime bien ce concept, en fait, et surtout pour un entrepreneur, d'être capable de se dire: «Waouh, ça cartonne, c'est génial». Donc, tu sais, il y avait des périodes où ça marchait bien et du coup, je pouvais prendre des vacances. Quand les enfants sont nés, j'ai eu 2 mois où j'ai pas bossé. Mmh. Donc ça, c'était génial, tu vois? C'est un truc qu'un entrepreneur, il peut se permettre. Puis ensuite, après, tu as des moments où tu charbonnes, tu as pas d'argent, tu galères pour prendre de l'essence, tu es dans le rouge, tu dois négocier un peu avec la banque, pour te laisser un peu survivre, avec, du moins 1 000 € sur le compte. En fait, tu as des moments comme ça et en fait, c'est apprendre en fait, le contentement et moi, j'ai toujours eu cette phrase de me dire: «En fait, ce qui est le plus beau dans ma vie, c'est, ma relation avec ma femme, l'intimité qu'on a». Ça, il y a pas besoin d'argent, en fait, même si on était pauvres, bah, en fait, on est ensemble, on a du plaisir à être ensemble, mes enfants, les amis que j'ai autour de moi. En fait, c'est ça qui me rend le plus heureux Oui. et souvent l'entrepreneuriat, les projets, tendent à nous faire oublier qu'en réalité, ce qui nous rend vraiment heureux, il est à la maison, en réalité. Hem, donc moi, c'est une phrase que je me suis souvent dit: «Mais contente-toi de ce que tu as. Ouais. Si tu gagnes, tant mieux, kiffe à fond. Puis des moments, c'est plus dur, heu, traverse-le». C'est une super transition parce que c'est la question d'après. On parlait de développement personnel, et donc en termes de développement personnel, qu'est-ce qui t'a apporté le plus? La famille ou l'entrepreneuriat et sur quels aspects? Je dirais que le fait d'avoir une famille a fait de moi un meilleur entrepreneur.
être entrepreneur avec une famille, fait que c'est une grosse limitation parce que, ben, du coup, le soir, on peut moins connecter. C'est plus compliqué, en tout cas, si on veut être présent. Donc il y a beaucoup de limitations, en tout cas, si on veut être présent, mais du coup, qui nous obligent à être meilleurs. C'est-à-dire que, avant d'avoir des enfants, par exemple, je restais assez tard. Je passais du temps vraiment relationnel avec les équipes. J'avais, je sais pas, une dizaine de salariés. Mais du coup, mon management, il était très amical. Vraiment, je passais beaucoup de temps avec les gens. Puis quand j'avais des enfants, je pouvais plus, par exemple. En tout cas, je voulais plus, parce que je voulais être de retour, pas trop tard le soir. Sachant que tout parent sait que le moment le plus dur de la journée, c'est le 17-20 heures, là, 18-20 heures, c'est le pire moment de la journée. Et je voulais être présent avec Hélène pour ce moment-là, le moment où il faut donner à manger, faire le bain, c'est le moment où ça crie et c'est compliqué, quoi. Donc ça voulait dire qu'il fallait que je sois un meilleur manager. Donc là, en fait, je ne pouvais pas m'appuyer sur des heures de discussion, une bière à la fin de la journée. Là, c'est-à-dire en journée, il fallait que je sois efficace. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, financièrement, bah là, d'un coup, bah, c'est 4 bouches à nourrir, quoi. Donc là, il fallait que je sois meilleur. Et il y avait plein de projets que je faisais qui n'étaient pas rentables, qui c'était des kiffs ou des j'espère que plus tard. Puis là, c'est ben non, en fait, je vais être beaucoup plus carré sur mes choix de projets. Euh, donc je dirais en fait que les 2 m'ont vraiment développé fortement parce que ça m'a obligé à être beaucoup plus carré sur, mon organisation, plus intentionnel dans mes choix de projets, hem, meilleur dans ma communication aussi avec ma femme, heu la gestion du planning, la gestion des déplacements, tout ça. Donc ouais, moi, il y en a certains qui voient ça comme quelque chose de négatif, le fait d'avoir une famille et d'entreprendre, comme on ne peut pas gérer les 2. Moi, je pense que c'est possible, mais ça demande, un genre de compromis. On peut pas être 100 dans les 2. Donc bah, parfois, on va rater des soirées, des week-ends, en famille et puis on va rater, des événements ou des déplacements au boulot et on essaie d'être dans un équilibre, des 2. Surtout que ce qui est important aussi à dire, c'est que moi, ma femme, à bout de 2 ans, après, elle a développé son projet, donc elle-même a été entrepreneuse. Donc on était 2 sur le front, Mmh. donc ça nous a obligés à vraiment faire des compromis. Donc en termes de développement personnel, c'est un sujet, si tu m'as posé une question hyper large là, hein, donc je pourrais partir dans toutes les directions, mais je pense que la combinaison des 2 pour moi a été, m'a mis un niveau d'exigence, heu beaucoup plus fort. Hem, En fait, l'handicap te rend plus enfin, c'est le mot handicap, il est mal choisi, mais j'arrive pas à en trouver de mieux. C'est le fait d'avoir beaucoup, d'éléments qui viennent te bloquer, en fait, t'oblige à être plus malin. Au début, quand j'étais avec Thomas et qu'on a entrepris, je bossais jusqu'à minuit. En fait, j'avais pas on était à fond, il y a aucune gestion ni de ton alimentation, ni de, gestion de tes ressources, de fatigue. Tu étais au taquet, tu es jeune, Ouais. tu as besoin de rien, tu fais tout ce qui te passe par la tête, tu es très focus, tu as pas de coupure. Bah, là, d'un coup, tu peux plus. Donc là, tu es obligé de trouver des nouvelles ressources et puis surtout, tu te dis: «Il faut que je tienne dans la durée». Plus les années passent, plus tu sens que ton niveau d'énergie, il baisse. Donc en fait, il faut que tu sois de plus en plus malin. Ouais, c'est ça. Tes ambitions, elles changent du coup? En fait, avant, c'était me faire plaisir dans les projets Ouais. et là, en gros, ben, c'est me faire plaisir, mais en gagnant de l'argent. Non, c'est encore un autre tu vois, c'est encore un autre niveau. Ouais. C'est comme, dire, «Tiens, je rêve de faire un podcast». Puis d'un coup, donc tu fais ton podcast, tu invites qui tu veux, ça marche, c'est sympa et puis d'un coup, tu as des enfants. «Ah ben, il faut que je fasse un podcast, mais qui gagne de l'argent». Mmh. Donc comment je m'y prends? Et bah, là, d'un coup, ben, tu dis: «Bah, peut-être les invités qui étaient marrants et tout, mais ceux-là, en fait, ils me rapportent pas un rond. Mmh. Bon, bah, il va falloir peut-être que je revoie ma manière de faire le podcast». Tu vois? C'est un exemple. Je me souviens d'un artiste, assez connu qui me disait toujours: «David, toi, tu penses qu'au pognon et tout». Il me disait tout le temps ça et il m'énervait, tu vois? Il m'énervait. Il me taquinait comme ça et les années ont passé, on s'est un peu perdu de vue et une fois, il m'appelle. Il me dit: «Ouais, David, je voulais voir, en fait, je suis en train de voir pour monter une formation en ligne, du coup, je voulais bien avoir tes conseils et tout». Je dis: «Toi, une formation en ligne payante? Non mais attends, tu rigoles ou quoi? Tu tu passé ton temps à te foutre de ma gueule». Je dis: «Ah oui, mais tu sais, les choses ont changé là, maintenant j'ai un enfant, il faut que je m'y prenne différemment», tu vois? Et ça m'avait fait mourir de rire. Donc oui, d'une certaine manière, en fait, tu veux f
je voulais continuer à faire des projets qui me plaisaient, mais je voulais être, cohérent aussi, que j'ai une famille à charge et moi la dimension de responsabilité, elle a été hyper forte. Quand je me suis marié et j'ai vraiment eu l'impression d'être un nouvel homme. Je passais d'un jeune qui voyageait, qui faisait que des projets un peu comme ça, où en fait le temps, tu prends le temps que tu veux. Je m'investissais dans plein de trucs gratuitement, enfin voilà. À d'un coup, en fait, putain, en fait, je suis responsable là. Je dois prendre soin de ma famille, et donc moi, la dimension de responsabilité, elle a été très forte. Donc mes choix, en fait, changent. Dans cette aventure commune de l'entrepreneuriat où tu vis avec, ta femme, donc chacun entrepreneur, quels sont les moments les plus difficiles que vous avez vécus, mais aussi peut-être les plus grandes joies? Peut-être Mmh. une grande joie, et une difficulté, Il faut que j'arrive à faire le tri, le choix, parmi toutes ces aventures qu'on a vécues avec Hélène. Déjà, avec Hélène, on s'est liés d'amitié autour de projets. On était dans une église, comme j'ai dit, très dynamique. On faisait plein de choses ensemble. Hélène, elle faisait du piano, moi je faisais de la guitare, mais elle aimait écrire. On avait fait déjà un magazine, on avait fait des concerts, on avait fait un album de musique, on avait organisé des colos. Donc en gros, avec Hélène, on est tombés amoureux l'un de l'autre, presque avant tout par nos projets, en fin de compte. C'est-à-dire on était tellement complémentaires quand on faisait des projets dans le cadre de l'église que en gros, on se kiffait, quoi. Parce qu'en fait, on se disait: «Waouh!» En fait, avec elle, moi, je me disais ça: «Avec elle, je vais pouvoir déplacer des montagnes» et elle, elle se disait: «Bah, avec lui, je vais gravir des montagnes», tu vois? Donc en gros, notre, kiff à Hélène et moi, c'est vraiment, faire des projets ensemble. Donc quand on était, fiancés, c'était, faire une comédie musicale. Ça, on a adoré monter tout ça. Hélène, elle l'a écrit, moi j'ai mis en place, j'ai recruté, j'ai trouvé les financements, les salles, enfin voilà. Puis après, ça a été, ben, de développer cette entreprise, que moi j'avais. Et Hélène a été très carrée. Moi, j'ai plutôt ce côté un peu visionnaire, développeur. Hélène est très structurée, ce côté un peu alsacien, dont j'avais vraiment besoin dans l'agence. Donc, c'était un kiff de bosser ensemble. Après, il y a eu les Fabuleuses, où là, en fait, on a cartonné ensemble aussi. Elle s'occupait d'écrire, d'amener le fond. Moi, je développais le projet avec des partenariats, tout ça. Donc, une de nos plus grandes joies, c'est là. Je dirais, c'est faire des projets ensemble. Et ça, c'est ce qui, en tout cas, moi, comment dire? M'a convaincu de faire ma vie avec Hélène. C'est que je savais que même si à un moment, l'amour ou, les petites paillettes, elles allaient, tomber, en fait, je kiffais être avec Hélène. Même s'il y avait pas le feu, romantique, en fait, on adorait être ensemble. Donc, ça, c'est une de nos grandes joies, une de nos grandes sécurités dans les moments où on n'arrive plus à se supporter, où c'est tendu. En fait, on sait qu'on est ultra complémentaires et qu'en fait, ce serait la plus grosse connerie du monde de se séparer, tu vois? Donc ça nous donne la force de traverser des moments difficiles. Heu, donc en gros, si je devais te donner des grandes joies, c'est des grandes joies quand on a atteint des gros objectifs, tu vois, ensemble. Hem, parce qu'en fait, derrière, il y a quelque chose d'extérieur. Donc je sais pas, la première fois où on a passé la barre du million de chiffre d'affaires, première fois où, on a fait un projet qui a tellement cartonné que, on a généré, pas mal d'argent. On est direct parti en vacances, pendant 2 semaines en disant: «Vas-y, viens, on se barre». En fait, c'était même pas l'argent, en fait, c'est juste, tu bosses, 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 tu là, tu fais plein de projets dans ta tête et puis là, tu mets à la face du monde ce projet et puis les gens, le trouvent suffisamment dingue pour te donner de l'argent. Il y a une gratification qui est énorme. Donc ça, avec Hélène, on est hyper sensible à ça. Ou la première fois où elle a fait, les Folies Bergères, on a rempli les Folies Bergères et elle a pu faire un spectacle là-dedans, mais le niveau de motivation, il était dingue. Donc voilà, il y a côté projet où là, on kiffe. Hem, Après, on a aussi dû apprendre, et en tout cas, surtout pour moi, à développer une relation, une intimité sans les projets. Pour moi, ça, c'était donc ça, c'est le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que je parle tout le temps de projet. Donc les premières années, en fait, je faisais que de parler de ça et je savais pas quoi faire quoi d'autre, parler de quoi d'autre que de projet.
Tu sais, je dis: «Ouais, on pourrait faire ça. Ah puis d'ailleurs» et puis en fait, je me souviens, des moments, Hélène, elle était là, elle disait rien. Je dis: «Mais pourquoi tu dis rien?» Tu sais, c'est genre, ça te motive pas? «Ouais, je sais pas, mais» et ça, on a mis beaucoup de temps à se réaligner. Mmh. Hem, Parce qu'elle, elle pensait plus à des projets personnels, ouais, ou juste elle avait juste envie d'être dans l'instant, tu vois? ouais. Et moi, j'étais dans le futur. Donc ça et puis d'autres moments où elle, son côté un peu très, alsacien, elle voulait, faire un planning. «Mais alors, jeudi, tu vas à Paris, tu as prévu de rentrer à quelle heure pour que puis je puisse organiser ça et tout?» Puis là, en fait, moi, je dis ça me saoulait. Enfin, je dis: «Ouais, attends», j'osais pas le dire, mais qu'est-ce que tu me saoules avec du planning, tu vois? Parce qu'en fait, moi, mon métier, c'était, d'être hyper réactif et demain, il y a un client, bah, je peux être, à Stuttgart, pour essayer de signer un truc. Donc non, je vais pas m'embêter avec un planning, tu vois? C'est une bêtise, mais voilà, j'avais beaucoup de mal avec ça. Donc en fait, on a compris avec le temps qu'on avait des fonctionnements, que cette complémentarité, elle allait demander aussi chacun de s'adapter. Moi, j'avais des moments où j'avais besoin de parler de vision, de projet, puis il y a des moments, il fallait aussi que moi, je sois capable de rentrer dans le détail. Mmh. Tu vois, genre les finances, par exemple, je dis: «Ah, je veux pas m'en occuper et tout». Tu te débrouilles, tu me dis combien il faut et j'irai le chercher. Puis il y a des moments, au bout d'un moment, elle me disait: «Bah, il faudrait que ce serait bien que tu regardes les comptes, Mmh. tu regardes les dépenses, tu vois, en fait, parce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup, mais en fait, c'est pas beaucoup». Et donc elle m'a ramené à la réalité Mmh. et donc tu sais, c'est cette image qu'on trouve assez belle, en tout cas dans notre dynamique à nous, cette dimension de tension. J'ai jamais fait de kitesurf, mais j'aime bien cette image. Tu as la voile qui tire, Ouais. puis tu as le surfeur qui tire dans l'autre sens. Donc moi, j'étais cette voile en disant: «Ouais Hélène, on va développer ça, puis on va après on pourra, faire ceci, cela». Mais si il y a pas de tension qui me ramène à la vie réelle, en fait, la voile, elle s'envole Mmh. et tu te craches contre la baie, quoi, tu meurs. Ouais. De la même manière, si Hélène, on avait juste écouté Hélène avec, des peurs, des tensions, des oui, les finances, mais attention, tout ceci, cela, mais en fait, tu coules, tu avances plus et donc je pense que, en tout cas, dans notre cas, le couple, c'est vraiment cette gestion de la tension entre, les nouveaux projets, l'avant et la réalité. Donc les moments de difficulté, c'est quand il y a eu des déséquilibres. Donc moi, je suis parti trop en mode vision et à investir dans des projets qui étaient beaucoup trop gros, disproportionnés pour moi. Mmh. Et dans ce cas-là où en fait, ben, du coup, bah, Hélène, ça a eu des conséquences, tu vois? Des gros problèmes financiers ou des choses comme ça. Et des autres périodes où moi, j'étais tellement frustré, ou quoi, j'ai dit: «Bon, bah, OK, c'est pas grave» et on s'est limité, tu vois? On est devenu trop obnubilé par les problèmes du quotidien et du coup, on n'a plus de souffle. Ouais. Hem, donc voilà, là, je dirais les tensions dans notre couple, ça a été, les moments noirs, ça a été d'apprendre à gérer cette vie sous tension, en fait. D'accord. Où en fait, bah, dès que tu as les enfants, tu respires plus vraiment parce qu'en fait, bah, déjà des journées de fou furieux, tu rentres, les enfants, ils ont besoin de 100 de ton énergie, puis Mmh. après tu es complètement claqué et puis en fait, comme mon cerveau, il s'arrêtait pas, moi je pensais à tout ce qu'il fallait faire encore, les week-ends. Donc là, on a dû vraiment apprendre. La 1re fois, ça a été apprendre à communiquer déjà et déjà apprendre à se connaître soi-même. Parce qu'en fait, on avait chacun des grandes attentes l'un envers l'autre, mais qu'on n'arrivait pas vraiment à exprimer. Donc, pendant plusieurs années, ça a été des thérapies pour apprendre à se comprendre. Pourquoi j'ai cette émotion? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis, triste? Pourquoi je suis dépressif? Pourquoi je suis, à fond, à penser à 20 000 projets, toujours à me projeter dans le futur? Est-ce que je fuis quelque chose? Bon, déjà, là, tu as des années qui sont pas apprendre à bien se disputer aussi. Comment, quand ça chauffe, Ouais. bah, quoi dire, quoi pas dire, comment s'y prendre. Donc ça, c'est hyper technique en fin de compte, hein. Donc nous, on s'est beaucoup, beaucoup formé D'accord. parce qu'on avait une conviction, c'est que le couple, c'était la chose la plus importante. C'était en numéro un dans toutes les autres priorités. Si le couple, il était solide, en fait, tout le reste découlait. Quand le couple, il allait mal, après, il y a tout qui est difficile, vraiment tout qui est difficile et on savait très bien que, bah, divorcer, c'était pas une option parce qu'en fait, si ça marchait pas l'un avec l'autre, en fait, c'est juste, on était ju enfin, c'était pas possible, quoi. Ouais, c'était la catastrophe, quoi. Ouais, voilà. Mmh. Donc on a beaucoup, 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 beaucoup investi dans le couple. Mmh. D'abord, ça a commencé par des thérapies, après on a fait des formations, des intensives, enfin,
C'était le pôle. Il y en a qui mettaient leur argent, pour acheter un appart ou leur maison. Nous, jusqu'à nos 34 ans, on n'avait pas d'argent de côté, pas de biens immobiliers, zéro actif. Par contre, notre couple, Mmh. bah, en fait, on a investi comme des fous furieux dedans et ça se compte en dizaines de milliers d'euros puisqu'on faisait des événements ensemble, on allait à des retraites ensemble, on avait des coachs, parce qu'en fait, on se disait: «Là se situe vraiment le cœur du réacteur». C'est comme dans une boîte, on dit les associés. En fait, si les associés sont alignés, j'avais notre actionnaire, Chantal Barry de l'agence, une dame qui a créé avec son mari un empire de plusieurs centaines de millions dans le monde de la production audiovisuelle. Elle avait toujours une phrase quand elle m'avait au téléphone: «Commentez avec tes associés. Est-ce que vous êtes alignés?» C'était à chaque fois. «Comment ça va avec Thomas? Comment ça va avec Émile?» Tout le temps les mêmes questions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, et un jour, au bout des années, je lui dis: «Mais pourquoi tu me poses tout le temps cette question?» Moi, je croyais que c'était un peu une question de politesse, tu sais, un peu: «Comment ça va?» Je dis: «Non, parce que si vous êtes pas alignés, en fait, c'est juste ça coulera pas et c'est compliqué». Donc voilà, on a mis le paquet sur le fait d'apprendre à se connaître, OK. donc soi-même, bien communiquer ensemble. Puis ensuite après, là, c'est plutôt les dernières années, une fois que les choses ont commencé à se stabiliser dans nos vies, c'est comment on apprenait à être ensemble et à profiter de la vie ensemble sans la dimension projet, sans l'excitation de plus, de nouveautés. Et donc ça a été aussi un beau process. S'il y avait un livre que j'ai à recommander, c'est, le livre de John Mark Comer, qui est un pasteur, américain, mais qui cite plus, des saints catholiques qu'autre chose, donc c'est assez atypique. Et lui, son gros sujet, heu, autour du sabbat, le fait de vraiment avoir un break toutes les semaines, Mmh. du vendredi soir au samedi soir, et vraiment de complètement déconnecter, et comment vivre ça comme à la fois un acte de résistance à la société, mais aussi comme un acte, spirituel, de dire: «Dieu, je te laisse une journée dans la semaine où là je m'en remets à toi, quoi». Et ça a été ces dernières années, aussi source de beaucoup, beaucoup de joie, à la fois spirituelle, à la fois, familiale, dans le couple, avec les enfants. Voilà, très longue réponse à ta Ah ouais, non, question. non, mais super. Mais ça, ça fait partie, en gros, des grandes épreuves et des grandes joies, que tu as vécues, que vous avez vécues. Hem et du coup, aujourd'hui, quand tu regardes un peu donc ta vie de famille et ton parcours, maintenant on va parler un peu des enfants. Mmh. Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre? C'est une très bonne question. Il y a 2 ans, on était au restaurant, avec les 2 garçons. Heu, on a fait ça qu'une seule fois dans notre vie, mais on est allé les chercher, à la fin de l'école, ils étaient en CM2. Donc on a demandé une dérogation pour qu'ils aillent pas à la cantine. Ils sont venus et puis on les a invités au restaurant. Je sais pas pourquoi on faisait ça, mais en tout cas, on s'est dit: «Tiens, c'est marrant, on va être qu'avec eux». Ah oui, c'était un temps où les filles, elles prenaient beaucoup de place, donc on s'est dit: «Bon, on va leur offrir un petit moment, de break». Et je me souviens, je pose cette question: «Les gars, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard?» Et j'ai, Adelin qui me dit: «En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera pas comme vous. Moi, je ne serai pas entrepreneur, j'aurai pas un job à responsabilité, j'aurai une vie pépère, je prendrai un petit job, plombier ou je sais pas trop quoi». Ah, et donc là, on est choqués, tu vois, avec Hélène. Elle dit: «Mais pourquoi, en fait? Pourquoi tu dis ça?» Et là, on sentait, il y avait du ressentiment, tu vois, quand elle nous le dit. Elle dit: «Bah, en fait, vous parlez tout le temps de tous les problèmes, vous avez l'air d'avoir des galères, il y a l'air d'avoir tellement d'injustices». C'était une période où je faisais un plan de licenciement, il y avait vraiment des trahisons dans la boîte, c'était dur, c'était vraiment une phase, dure, dure, dure. Moi, je pense que j'allais pas bien aussi, je dormais mal, enfin, c'était vraiment une période dure professionnellement. Pourtant, en extérieur, la boîte, on était au climax, de ce qu'un entrepreneur peut rêver en termes d'extérieur, mais en tout cas, là, c'est des gros défis. Et, et là, c'est la première fois où je me suis dit: «OK, il y a ce que j'espère transmettre», tu vois? Et il y a la réalité de ce qu'eux observent.
Et donc j'ai commencé à réellement bien me poser cette question que Mmh. tu me poses. Moi, déjà, si j'arrive à transmettre ce que mon père m'a transmis par les actes, que Dieu est fidèle, qu'ils peuvent compter sur lui dans leur vie, déjà, c'est le numéro un. Je me rends compte que, heu, à partir du moment où il y a cette confiance en Dieu et que c'est pas un Dieu lointain, mais que c'est un Dieu proche, qui a un intérêt à notre quotidien, c'est ce Dieu, ce Père céleste, en fin de compte, qui a un amour. Si j'arrive à pas trop déformer cette relation avec Dieu par moi, mon rôle de père, et que j'arrive à les connecter à lui, déjà là, j'ai accompli une grosse partie du taf. Mmh. Ensuite, je dirais en deuxième, si j'arrive à leur transmettre une forme de rage de vaincre, cette énergie, s'ils se donnent les moyens, ils peuvent accomplir des grandes choses. Ça, je j'aimerais beaucoup leur transmettre ça. Et après, c'est cette dimension de, comment dire? De travail sur soi, d'apprendre à se connaître. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça, c'est un truc qui vient tard. Je sais pas, je pense que c'est plus moi, je vois le bien que ça me fait. Mmh. Hem, Cette capacité un peu à se remettre en question. Mais ça, c'est je sais pas si c'est une histoire de caractère ou c'est un truc qui se transmet. En tout cas, on verra. Mais en tout cas, en numéro un, je dirais, c'est cette envie de faire confiance à Dieu, de l'écouter et croire qu'il a des plans, de bonheur. D'accord, ouais, donc la foi et la rage de vaincre. Ouais, Super. je dirais que c'est les cho trucs qui me semblent être, importants. Après, je peux te faire une liste, de plein de choses qui me semblent, importants, mais, en termes de focus, je dirais que c'est plutôt ça, ouais. D'accord. Et alors, du coup, c'est rigolo la réponse de ton fils, par rapport à la question: «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» Moi, j'avais dans l'idée de te poser une autre question. Donc on va revenir à ce dîner que vous avez passé ce déjeuner que vous avez fait ensemble et cette fois-ci, il te pose la question, «Papa, j'ai envie de devenir entrepreneur, Mmh. comme toi, comme maman, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Mmh. En fait, ça va beaucoup dépendre de son profil. Parce que je crois pas que tout le monde est appelé à être entrepreneur. Mmh. En tout cas, il y a plusieurs formes d'entrepreneurs. En fonction de son profil, je vais soit il a un profil de tête brûlée et il veut foncer et se donner les moyens et donc quelqu'un qui va être un peu, un ouvreur de brèche. Tu vois? Si on prend le personnage, j'ai fait un post LinkedIn juste hier là-dessus, donc Mmh. je suis bien dedans. Mais tu sais, c'est ce personnage dans la Bible de David. David, c'est l'entrepreneur à risque, tu vois? C'est un petit berger, il a rien, mais il se dit: «Je vais défoncer un Goliath, ça c'est le coup du siècle», tu vois? Le gars, il s'est déjà entraîné. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans son parcours, c'est que quand il était berger, déjà, c'était pas n'importe quel berger. Il avait déjà défoncé un lion, un ours. Donc tu vois, si j'observe chez mes enfants une rage, déjà avant même, toute, comment dire? Qu'ils rentrent dans la vie active, que je sens cette énergie-là, hem, je l'encouragerai, et là, en fait, s'ils ont ce tempérament-là, comme moi j'ai, je j'aurais pas grand-chose à leur dire à part, «Vas-y fonce, apprends sur le terrain». Tu vois, j'ai un de mes garçons, Adelin, il veut être pâtissier. Hem Moi, je crois qu'avec l'ère de l'IA, on va revenir à des métiers, manuels. Du coup, ben, j'ai trop envie de l'encourager là-dedans. C'est un gros bosseur. Ça fait déjà, 3 ans qu'il fait des gâteaux, qu'il se forme, qu'il a déjà le bouquin de faire des gâteaux pour le CAP et tout. Il a une force de travail qui est, colossale. Donc lui, je le vois bien, tu vois, là, il a 13 ans, donc en quatrième, troisième, il veut, pour la seconde, faire un CAP, venir à Paris, heu, c'est une tête brûlée. Donc lui, je vais l'encourager et je suis pas sûr que je lui dirai grand-chose à part, «Casse-toi les dents, vas-y, de toute façon papa il est là», mais même pas, il aura même pas envie que je lui dise ça, en fait. C'est juste que moi j'ai le plus, manqué dans mon parcours d'entrepreneur, c'est avoir quelqu'un qui m'écoute. Le rôle du père qui est plutôt là à approuver. Donc moi,
ce que je lui dirais, c'est: «Fonce, je suis fier de toi, peu importe ce qui se passe, que tu te plantes, que quoi, je suis fier, fonce». Donc bon, ça sera après si il a plus un profil de il veut être entrepreneur, mais c'est pas une tête brûlée, mais que c'est un gars, je le sens solide, ou même une fille, hein, je dis gars, mais c'est les filles, ce sera pareil. Je le sens solide, bosseur, sérieux. J'aurais plutôt tendance à dire: «Trouve-toi un visionnaire, mets-toi avec quelqu'un ou choisis un domaine où ça ne demande pas des gros efforts commerciaux. Ça demande pas de pousser trop fort», tu vois? Mais je l'encouragerais plutôt à se mettre dans une équipe. Hem, donc d'être plutôt celui qui va, coordonner, gérer. Après on peut être, le stratège sans être le commercial. Donc enfin voilà, mais c'est plutôt une énergie de, heu, tu as l'énergie proactive, genre je défonce les murs, puis tu as l'énergie de: «Il y a quelque chose et je le gère», tu vois? Hem, Après si c'est le bon gestionnaire plutôt, tu vois? Je sens que c'est un gars, pépère, bon gestionnaire, mais il a les idées très au clair. Lui, je le vois, je l'encouragerais plutôt à racheter une boîte, par exemple. D'accord, ouais. Tu vois? Racheter quelque chose d'existant. Si j'ai un fiston qui dit: «Bon voilà, j'en sais rien, il je sais pas, il est dans l'industrie ou je sais pas trop quoi», racheter une petite boîte, c'est déjà en place. Lui, il va optimiser, il va améliorer. Tu vois? C'est une énergie intéressante. Puis après, tu as, les gens très talentueux qui ont envie d'entreprendre, mais par contre, il faut vraiment qu'il y ait de la sécurité. Mmh. Ils sont paralysés s'il y a pas de sécurité. Bah, là, c'est des intrapreneurs. Donc là, je vais plutôt l'encourager à aller, identifier des bonnes boîtes, qui sont en développement, qui sont dans les secteurs où ça marche bien et je dirais: «Fiston, essaye de te faire ta place, là-dedans et essaye de gagner la confiance pour qu'on te confie un projet et épanouis-toi dans ce projet-là». Mmh. Hem Dans tous les cas, dans les 4 de mes enfants et ça, je vais rentrer dans cette phase-là qui va être fascinant, c'est que je vais les encourager, en tout cas s'ils ont cette appétence-là, à faire des projets avant. Ouais. Moi, ce qui m'a aidé dans mon histoire, c'est que quand j'étais étudiant, je faisais déjà des projets, où je devais gérer de l'argent, festival, des soirées, des colos, des albums. Donc j'avais déjà touché à tout, mais dans un cadre safe, tu vois? Il y avait pas trop d'enjeux, mais j'ai déjà touché à tout ça. Donc moi, j'inviterai mes enfants assez tôt à s'investir gratuitement dans plein d'assauts pour pouvoir faire des projets et commencer à se tester. Quand tu penses à la société actuelle, comment crois-tu que les familles, puissent redevenir une source, d'inspiration, et de transformation de la société? Déjà, la question à se poser, c'est pourquoi les gens veulent plus faire famille? Et j'ai l'impression qu'on a eu des très mauvais exemples. En fait, on a eu une société, a comment dire? Avec des familles qui ont divorcé, des parents qui ont divorcé, qui se sont déchirés, ou alors qui sont restés mariés, mais en fait, c'est plus des colocs qui se détestent. Moi, je suis toujours, frappé, tu sais, par ces séries, sur M6 ou TF1, tu sais, où tu as des couples. J'ai jamais les noms, tu sais, c'était un gars et une fille déjà, à l'époque. Déjà, tu les vois se déchirer tout le temps. Mmh. Ils se déchirent tout le temps, puis après, il y en avait une autre où tu avais un couple de vieux, couple de jeunes, enfin, il y avait tout et en fait, tu les vois les exemples qu'on nous donne, en fait, c'est des couples, qui sont ensemble, mais tu as juste pas du tout envie d'être dans cette co ils nous font rire, mais en fait, en gros, on n'aimerait pas du tout avoir ça. Mmh. Une femme complètement, qui critique, qui casse son mari, le mari qui fait des trucs en douce. C'est rigolo à regarder, mais en fin de compte, ça, je pense, ça a fait énormément de mal. En fait, on a eu beaucoup de mauvais exemples. Mmh. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais exemples, et donc en gros, malheureusement, hem en fait, là où on en est, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, en fait. Enfin, les anciens là Mmh. qui râlent un peu sur l'état de la société, après j'ai presque envie de leur pointer du doigt et dire: «Mais les gars, vous avez fait quoi? Les divorcés, c'était vous, les couples qui donnaient pas envie, c'était vous, les couples où en fait on savait rien ce qui se passait». Toute cette nouvelle génération de mamans et de papas qui se dit: «Mais putain, c'est hyper difficile en fait, c'est quoi le problème?» Alors oui, la société a changé, mais aussi c'est que c'est des parents qui ont pas transmis, qui ont pas partagé, qui sont restés cachés, qui ont pris le tapis, qui ont mis toute la poussière là-dessous, qui ont rien communiqué. Donc en fait, je pense qu'on est assis aussi sur les épaules de générations
qui ont pas fait le taf, qui ont pas bien communiqué, qui ont pas travaillé sur eux-mêmes, qui ont accepté des situations de couple, nulles en fait, médiocres. Heu Quand tu vois le comment dire? Les pourcentages d'infidélité dans les couples, il est énorme, il est énorme, que ce soit chrétien ou pas chrétien, hein. Moi, une fois, je me rappelle, je parlais avec une sexologue, c'était une dizaine d'années, qui disait: «Tu imagines même pas le nombre de femmes catho, bon chic, bon genre qui vient me voir pour des questions d'infidélité». C'est énorme et en fait, moi, je crois que le numéro un, en tout cas, la responsabilité numéro un, nous, en tant que famille, c'est au lieu de donner des conseils aux autres et c'est très cool, le podcast qu'on fait, de faire des articles, écrire des bouquins, mais c'est surtout donner des exemples de vie et ça, c'est long, c'est pas sur un one shot. Consolider un couple, c'est comme toute chose, en fait, c'est long, en fait, ça demande de passer par des phases difficiles, ça demande d'apprendre à communiquer, ça demande de travailler sur soi, d'apprendre à pardonner, de continuer à cultiver la flamme, le désir, prendre soin de son corps. Enfin, c'est tellement difficile et donc je pense que comment on redonne envie aux gens de refaire famille? Bah, c'est soi-même, personnellement, à l'échelle vraiment individuelle, d'être une inspiration et de travailler fort, pour ça et je sais que nous, avec Hélène, une de nos motivations, bien sûr, on a envie de finir notre vie ensemble et de transmettre le meilleur à nos enfants, mais on est aussi très conscient d'une société qui se délite, où la famille se délite et en fait, à chaque fois qu'on est à des carrefours de vie où vraiment ça a été dur, 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 en fait, à chaque fois, on s'est dit: «Putain, si on craque là», on comprend tous ceux qui craquent à ce moment-là, mais putain, mais si on arrive à passer, allez, en tient encore un an ou 2 et qu'on arrive à traverser cette épreuve, ce sera un tellement beau témoignage. Moi, j'ai envie d'encourager ceux qui ont à cœur de remettre la famille au centre, bah, déjà, soyez des exemples. Heu, je crois que c'est dans un autre domaine et le concept, est le même. Je crois que c'était, Gandhi qui disait ça, heu, si c'est pas ça, vous me corrigerez, mais c'est, Gandhi qui dit, «Jésus ou le christianisme est un des plus beaux messages au monde. Le seul truc qui cloche, c'est le témoignage des chrétiens». En fait, c'est ce qu'ils en ont fait et j'aime bien cette idée de sur le papier, tout le monde dit: «Oui, la famille, elle est belle, c'est magnifique», mais après, qu'est-ce que ça donne dans leur témoignage du quotidien, tu vois? Donc moi, je crois que la famille, c'est un des lieux de progression, les plus forts, mais c'est tellement exigeant. C'est tellement, tellement, tellement exigeant. Donc moi, j'aurais envie de dire aux gens, on est dans une ère de la communication, heu, mais n'oublions pas qu'en fait, ça se passe surtout dans le secret. Mon père, il avait l'habitude de dire quand la vérité d'un couple, c'est une fois que la porte de la chambre à coucher est fermée. Ce qui se passe là, c'est là où en fait, c'est le plus important. Est-ce qu'il y a de l'unité? Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce qu'il y a du pardon? Hem Est-ce que, quand il y a une crise, il y a cette capacité à revenir, à essayer de travailler ensemble et ça, ça en fait, c'est à chacun de prendre, sa part de responsabilité. Donc oui, je crois qu'il faut donner plus la parole à des couples, qui font ce choix-là et donc oui, on doit être, plus présent, donner plus de beaux exemples, mais en fin de compte, ils sont pas très nombreux, hein. Donc moi, ce serait un appel aux anciens à être peut-être plus transparents et aussi, plus conscients de leur, de ce qu'ils nous ont laissé. Ils nous ont pas beaucoup donné envie, hein, leur couple, il donnait pas très envie. Je veux pas faire des généralités, mais j'en ai pas vu beaucoup moi des couples, des anciens me dire: «Waouh, putain j'aimerais trop être comme eux». J'en ai ouais, ils se comptent, sur le doigt d'une main, hein, je pense. C'est dommage. Essayons de changer ça. C'est un domaine exigeant. C'est un domaine tellement exigeant. Il y avait un pasteur il y a quelques semaines, pasteur Claude Oud, qui sort un livre et il dit, donc c'est un pasteur d'une très grosse église au Canada
C'est un des pionniers de notre milieu et donc il sort un bouquin sur l'éducation des enfants et il dit, «Moi j'ai un conseil à tous les jeunes pasteurs, qui viennent et qui veulent écrire des bouquins sur l'éducation. Je leur dis: «Écris-le vite avant qu'ils aient 13 ans, parce qu'après ça, en fait, tous tes repères, ils seront pétés. Avant ça, tu as encore une chance de passer pour un bon père, donc écris-le vite» et donc c'était un peu, sarcastique, tu vois? Lui, ses enfants, ils sont grands et il dit: «J'ai attendu qu'ils aient, passé les 25 ans, qu'ils soient instables pour enfin écrire ce livre». Dire et je crois que dans ce domaine de la famille, c'est comme le bon vin, ça c'est très, très, très long avant de pouvoir communiquer quelque chose, donner de l'exemple. Donc moi, là, ce que j'aurais envie de dire aux jeunes couples, c'est: vous êtes partis sur un marathon, lâchez pas, mais si vous tenez dans la durée, la saveur de ce que vous aurez créé, elle sera magnifique. Moi, je le vois autour de moi, dans mes amis chrétiens et non chrétiens, les couples épanouis et qui sont encore là, et il y en a pas énormément, hein. Et même en termes de témoignages auprès des non-chrétiens, le nombre de couples, non-chrétiens autour de moi qui sont encore ensemble, il y en a vraiment pas beaucoup. Donc rien qu'en termes de témoignages, tenir, c'est déjà, on a déjà fait 90 du boulot. Non, allez, 60 du boulot, puis après, que ce soit un couple, sain, là, c'est encore l'étape d'après. Donc on est un témoignage et les gens, ils ont envie, en fait. Moi, je le vois, je pense à un ami, c'est une personnalité assez connue, il doit avoir la quarantaine. Il est fasciné, on est 2 potes avec des familles un peu similaires. Il dit: «Les gars, mais qu'est-ce que vous avez, quoi? Comment vous avez fait pour je rêverais d'avoir ça, cette famille et tout est pas parfait». Donc en fait, les gens, ils ont soit je pense pas qu'ils aient pas envie de la famille. Mmh. C'est juste qu'ils ont eu des mauvais exemples OK. et ils ont raison. Il y a pas eu beaucoup de bons exemples. Mais quand il y a des bons exemples, en fait, ils en ont envie. Maintenant, c'est un chemin exigeant. Ouais, vachement exigeant, ouais, tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup David pour ce superbe témoignage, que tu nous as donné. Vous pourrez retrouver ce podcast sur, Spotify et sur YouTube et bien sûr sur le site des AFC, afc-france.org et bah, nous, moi, je vous dis, au revoir et à bientôt pour un prochain podcast.